Si on parle d'un autre aspect de ta spécialité, c'est le sommeil. Et ça, je pense, ça va intéresser beaucoup de parents, parce que le sommeil est une notion vague pour nous, avec des enfants en bas âge parfois. Pourquoi est-ce que c'est une des composantes les plus importantes de notre santé? C'est vraiment t'expliquer son effet sur chaque aspect de la santé. Il me faudrait 60 000 heures. Juste pour parler du cerveau, il faut imaginer que quand tu dors, imagine ton cerveau, c'est la plus grande ville du monde. Imagine que quand tu dors, c'est le moment où tu as plein de gens qui passent pour laver les rues, au Karcher, sortir les sacs poubelles, etc. Dormir permet vraiment, certaines personnes disent nettoyer le cerveau. Je trouve ça con, mais en vrai, ça permet de bien imaginer que le sommeil est absolument crucial pour la santé de notre cerveau. Et puis, il n'y a pas une seule fonction dans notre corps ou dans notre cerveau qui n'est pas améliorée par une bonne nuit de sommeil. Hier, tu étais déprimé, tu dors bien, le lendemain, tu te sens mieux. Tu étais fatigué, tu n'avais plus de créativité au travail, tu te réveilles et même tu as des nouvelles idées, tu vois. Le sommeil améliore la créativité, la mémoire. Ça, c'est vraiment... En fait, quand j'ai fait la recherche sur le sommeil, c'était l'impact du sommeil sur la mémoire. Et on fait des expériences tout à fait machiavéliques où on réveille nos participants en plein milieu de la nuit et on regarde s'ils ont mieux mémorisé ou moins bien mémorisé. En fait, quand tu perturbes le sommeil des gens, tout va mal le lendemain. Donc, alors que si tu manges mal, l'effet est moins visible, plus lentement. Si tu dors mal, tous les parents qui écoutent ce podcast savent que quand tu dors mal, tout va mal. Et je pense que quand on devient parent, c'est un moment où on a un risque de développer un type d'insomnie qui s'appelle les insomnies psychophysiologiques. T'en as déjà entendu parler, tu dis Parce qu'en fait, ça peut être tellement frustrant, notre relation avec le sommeil pendant la petite enfance, qu'on peut développer des angoisses autour du sommeil ou des croyances ou des envies de optimiser son sommeil, de le voir comme quelque chose de productif qu'il faut améliorer et ça crée de l'anxiété. En fait, tout stress autour du sommeil est contre-productif. Essayer de dormir à tout prix crée de l'anxiété. L'anxiété ne va pas bien avec le sommeil. Et ici, ce qui est important de dire, c'est si vous souffrez de troubles du sommeil, type insomnie psychophysiologique, il faut chercher de l'aide, mais de l'aide qui est intelligente. Donc l'insomnie psychophysiologique, je vais te donner quelques idées de symptômes que les gens ressentent. C'est typiquement, t'es crevé, au moment d'aller te coucher, pouf, ton cerveau se réveille, là tu commences à penser à toute ta to-do list, tu commences à avoir presque des sueurs, tu vois, t'as chaud, tu te retournes dans tous les sens, t'arrives pas à dormir. T'as le cœur qui va plus fort, non ? T'as ta tachycardie, tu commences déjà à t'énerver parce que tu ne dors pas et tu sais que demain ça n'ira pas, tu seras encore plus fatigué, etc. Ou tu te réveilles en plein milieu de la nuit, tu regardes l'heure et tu te dis « Waouh, il est déjà 4h du matin ». Ça veut dire que je vais rater 3 heures de sommeil si je dors pas jusque 7 heures. Et tu commences à avoir plein d'idées de stress autour du sommeil. Ce type d'insomnie, elle se soigne. C'est une insomnie qui, on appelle, est primaire, c'est-à-dire qu'elle est due à cause de nous. C'est pas parce qu'on a de l'asthme ou des douleurs. Elle se soigne. Alors, certains médecins vont prescrire un neuroleptique, disons par exemple du zolpidem, qui fonctionne très bien pour donner l'impression qu'on dort, mais c'est pas du vrai sommeil, c'est comme un état de coma. Et d'ailleurs, ça a des répercussions sur la vie à long terme de prendre ce type de produits chimiques pour imiter un sommeil. C'est pas un sommeil de qualité, donc ça ne nous permet pas de réparer, de se faire réparer par un bon sommeil. Là, le traitement qui fonctionne le mieux, c'est la thérapie cognitivo-comportementale pour les insomnies. Ça dure à peu près, un TCCI, ça dure à peu près 10 séances. Il y a plein de praticiens. Souvent, le temps d'attente n'est pas très long parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et ça, c'est fascinant. Des études ont montré que dans la quasiment totalité des cas de patients qui souffrent d'insomnie psychophysiologique, après avoir fait la TCCI, il n'y a plus d'insomnie. Et puis, dans une majorité des cas, au-dessus de 50%, je pense que la statistique, c'est à peu près 60%, il n'y a plus besoin à vie d'aller voir un médecin pour des troubles du sommeil. Donc, faites-vous soigner si vous avez des troubles du sommeil, c'est important, de ce type-là. Et puis, il y a plein de choses à faire, en vrai, pour améliorer son sommeil. Oui, c'est juste qu'on le sait dans la période où nos enfants se réveillent parce que
J'ai une fille asthmatique, par exemple, quand elle est en crise, c'est l'enfer la nuit, parce que les crises, c'est souvent la nuit. Il y en a une qui a ses dents, il y en a une qui a peur, une qui a fait pipi au lit. Tu dis, en fait, ça s'arrête jamais. Et je sais que les nuits où elles m'ont réveillée 5, 6, 7 fois, ça arrive encore, j'ai envie de me taper la tête contre le mur le matin. Tellement le manque de sommeil, ça rend fou, en fait. Ça rend vraiment... C'est un type de torture. Torture, mais... Et les jours où, là, tu vois, je suis en déplacement, je suis à l'hôtel, donc je dors des nuits complètes. Oh là là, même si j'ai pas dormi mes 7-8 heures que j'aimerais, j'ai dormi 6h30 ou j'en sais rien parce que je travaille assez tard, mais je me sens quand même beaucoup plus compétente et beaucoup plus moi-même au final. Je leur dis à mes filles, quand j'ai pas dormi la nuit, je suis maman dragon, tu vois. Mais c'est bien de leur dire. De se sentir à ce point-là, pas toi-même en fait. Ce truc d'être à côté de ces pompes là quand t'as pas dormi, enfin, au-delà de pas dormir, quand tu te fais réveiller tout le temps, en fait. Tu vois ce que tu disais machiavélique là. Je voyais mes enfants être machiavéliques, je me disais c'est eux. Ils font une expérience sur maman pour voir si elle devient déprimée. À quel moment ça s'arrête là, jusqu'à où elle peut aller. C'est hyper dur, c'est vrai. Ce manque de sommeil là. Qui crée, comme tu dis après, des angoisses autour du sommeil. Mais bon. Après cette période-là, c'est intéressant de chercher de l'aide. Bon, voilà, là, tu peux rien faire, en fait. Ben non, faut attendre. C'est ça qui est dur. Faut prendre des relais. Quand on est deux, faut essayer de se relier, faut trouver. Et parfois, j'essaie de me rassurer en me disant que du point de vue de l'évolution, ce manque de sommeil pendant une certaine période de la vie ne doit pas être tellement mauvais pour nous. On a une série d'hormones qui prend le dessus, etc. Par contre, à vie, mal dormir, c'est problématique. Bien sûr. Donc après cette période difficile, chercher de l'aide si on n'en a pas. T'as raison, si ça continue. Oui, parce que là, on connaît la cause. On va terminer par cette notion du stress dans notre société. Est-ce que tu t'en as parlé dans le mode de vie? On est dans des sociétés occidentales où, en fait, le stress est omniprésent. Ça a un impact très fort ou on ne sait pas trop? Si, c'est un impact très fort, surtout. Même le microbiote intestinal souffre de stress. Autre étude machiavélique, quand on prend des souris j'ai vu cette étude pendant le confinement et je trouvais ça marrant. Donc il y en a plein d'autres qui sont sortis, mais c'est marrant. Moi, en tant que scientifique, je trouve ça marrant parce que je me dis waouh, c'est vraiment fascinant, mais c'est pas marrant du tout. Ils ont pris des souris et ils les ont stressées comme si tu stressais un être humain, avec des types de souffrances qu'on aurait pu vivre, par exemple, pendant le confinement. Et ensuite, ils ont pris le microbiote de ces petites souris stressées et les ont mis dans des souris qui n'avaient pas été stressées. Les souris deviennent stressées, anxieuses, dépressives. Alors, une souris n'est pas anxieuse et dépressive comme un être humain, mais ils montrent des signes où, tu vois, ils se grooment plus, ils se nettoient plus, ils ont peur de l'expérimentateur, elles restent seules aussi, elles vont plus voir leurs petites souris copines, elles vont moins sur leurs roues. Donc, un effet sur le microbiote intestinal, un effet sur le système immunitaire. Les personnes qui souffrent de stress chronique peuvent tomber plus malades. Et parfois, quand tu as vécu une période de stress très intense et tout d'un coup ça va mieux, génial, tu pars en vacances. Non, les 3 premiers jours de vacances, tu es malade. Ah ouais, ça c'est très insupportable. Ça, c'est un signe de bâton. Là. Ouais, c'est un signe. J'ai une copine, à chaque fois, on part en vacances, chaque été. Marie, si tu m'entends. Chaque été, on arrive en vacances, elle est trop contente. Et les 3 premiers jours de vacances, elle est vraiment au fond du lit, quoi. Et je lui dis, c'est un signe que tu as trop tiré sur la corde et que au moment où tu lâches tout, ton système immunitaire qui s'est battu pour toi, il pensait que tu étais chassé par un lion seul dans la nature. Donc, tu vois, il y a eu un overdrive du système immunitaire, un moment où tu te détends, et tout qui explose. À chaque fois, elle a des maladies hyper marrantes en plus. Enfin, marrantes pour une scientifique, mais des cas vraiment rares, tu vois. Un truc improbable. Bref. Et le stress altère aussi notre métabolisme. Être stressé de manière chronique favorise une augmentation de l'appétit, la prise de poids. Être stressé de manière chronique, tu le sais, affecte le sommeil. Le sommeil, c'est le pilier de notre santé. Augmente le risque de souffrir de dépression, d'avoir un déclin cognitif plus rapide, de troubles de la mémoire. Je parlais du stress ou du sommeil, je ne sais plus. De toute façon, les deux, c'est interconnecté. Aujourd'hui, on a des stress permanents, comme tu dis. Il faut se dire, moi j'aime bien expliquer qu'il faut avoir une relation positive avec le stress. Le stress, c'est notre meilleur ami. Il nous permet d'être la meilleure version de soi-même. À l'époque, si on se faisait chasser par un lion,
être stressé tout d'un coup nous permettait de penser beaucoup plus vite, de laisser tomber des fonctions qui servent à rien. Pourquoi avoir envie de faire l'amour alors que tu te fais chasser par un lion, ou de manger alors que tu te fais chasser par un lion. Donc, certaines fonctions étaient mises au repos et d'autres prenaient le dessus, tu vois. Il y a plein de choses. Le cœur pompe à fond. Il se passe plein de choses qui font que tu deviens la meilleure version de toi-même. Ta vision est plus claire. Tu peux te faire pipi, voire popo dessus de stress pour être plus rapide, courir plus vite et pour que ton intestin prenne moins d'énergie à digérer. Alors que, voilà, le lion est là. Mais en fait, le truc, c'est que dans notre société, on vit un stress chronique. Et il n'y a pas un lion qui est tout le temps derrière nous. Et normalement, la réponse normale, c'est de combattre, de fuir ou de freeze. Aujourd'hui, on ne peut pas dire... Tu vois, toi, tu passes souvent à la télé, tu peux pas arriver en disant « Ah, je suis super stressée !» et te cacher sous la table. Tu vois, enfin, c'est pas une réponse appropriée. Surtout si c'est tous les jours. Le stress aigu n'est pas mauvais pour nous, le stress chronique l'est. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que si on arrive à voir le stress comme quelque chose de plus positif, il y a des études qui ont montré, quand tu prends un énorme groupe de participants et tu leur demandes s'ils sont très stressés, moyennement stressés, pas stressés, dans la population, et puis que tu leur demandes est-ce que vous voyez le stress comme quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, les personnes qui voient le stress comme positif ont un taux de mortalité moins élevé. Et en fait, quand on prend par exemple un groupe de participants et qu'on va leur faire une tâche très stressante, passer à la télévision, disons. Moi, ça me paraît très, très stressant pour toi. Et que avant de leur faire... C'était une tâche complexe d'un point de vue cérébral et en plus, ils sont jugés de manière pas très sympa. Avant de leur faire passer l'examen, on va leur dire « Voyez le stress comme quelque chose de positif qui vous permet de devenir plus malin, plus ceci, cela. » Et l'autre, on leur dit rien. Et en fait, les personnes qui ont su que le stress leur permettait de devenir la meilleure version de eux-mêmes, quand on mesure certains paramètres de santé, on voit qu'ils ont eu un stress qui semblait moins négatif sur l'organisme, notamment au niveau du cœur. Donc, d'être stressé, c'est pas productif. Si vous êtes stressé de temps en temps, dites-vous que c'est quelque chose de positif qui vous permet, d'être la meilleure version de soi-même. Par contre, stresser de manière chronique, là, il y a un problème. Alors, les petits conseils, c'est d'essayer d'identifier toutes les petites choses qui vous stressent au quotidien et déjà les enlever. Le téléphone en est un. Se réveiller et tout de suite ouvrir ses mails ou Instagram, pour nous qui sommes créatrices de contenu, c'est une source de stress. Non, on va se dire, j'attends d'ouvrir mon téléphone, par exemple, je l'ouvre quand je quitte la maison. Ça peut être plein de choses, mais essayez d'identifier tout seul les choses qui vous stressent. À chaque fois que je vais dans le métro, je suis stressée. Je passe une mauvaise expérience, mais pourquoi pas aller au travail à vélo, tu vois. Ça, c'est les petites choses. Et puis, si vous souffrez de stress chronique, cherchez de l'aide. Là, je vais parler de dépression, mais des études montrent qu'un individu attend à peu près 10 ans avant de chercher de l'aide quand il souffre de dépression. 10 ans ? Ouais. C'est une maladie très grave, qui n'est pas un trait de personnalité. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, qu'on est une chochotte. Il faut chercher l'aide le plus vite possible. C'est pareil pour le stress. Il y a des choses qui peuvent nous aider à gérer le stress, comme la respiration, ou simplement parler avec quelqu'un pour essayer de trouver des solutions. C'était intéressant d'ailleurs ce que tu as fait comme parallèle sur le corps qui, quand il réagit au stress, qui élimine quelques fonctions pour pouvoir aller plus vite. Je pense à ça pour les femmes enceintes qui ont peur d'avoir des selles pendant l'accouchement. Dites-vous que quand votre corps commence à éliminer ce qu'il y a dans votre intestin, c'est qu'il se dit qu'il a autre chose à faire de plus important, c'est-à-dire sortir le bébé. Donc c'est un bon signe, c'est que ça arrive. Parce que je sais, je vais le raconter à chaque fois, mais à mes 2 accouchements à la maison, on est vraiment perturbé par rien. On est dans un environnement hyper calme et safe. Et quand on commence à aller aux toilettes, notre sage-femme, elle sait que ça veut dire que le corps il est en train de se mettre en marche et que le bébé va arriver dans pas longtemps. Et je sais que dans les salles d'accouchement, elle voit ça aussi comme un signe positif. Ouais. C'est que on se rend peut-être pas bien compte que c'est un stress, mais positif en fait, enfin, qui donne un bon signal de ce qui va se passer derrière. Ouais. Je dis ça juste parce que c'est bien. Souvent, c'est une vraie peur des femmes. C'est marrant d'avoir du caca, mais en fait, ça fait partie de la vie, du processus du corps. C'est vrai que ça doit faire peur à certaines personnes.